Salut les néo-autonomistes. Nous partons aujourd'hui au cœur d'une forêt de la Haute-Garonne où Nicolas nous ouvre les portes de son habitation hors réseau. Cet artisan visionnaire a métamorphosé l'ancienne scierie familiale en une maison autonome conçue planche après planche de ses propres mains pour donner naissance à un lieu tout simplement magnifique. Réputé dans la région pour ressusciter les arbres terrassés par les intempéries et les métamorphoser en véritables œuvres d'art, Nicolas manie sa scie avec une telle ferveur que son récit risque de vous laisser, vous aussi, planté là comme un vieux chêne. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Bonjour Nico. Bonjour Catherine, bonjour Brian, bonjour communauté de l'Archipel. Wow, je m'appelle Nicolas. Nico, moi je t'ai connu par le biais de Nono. T'es un pote de Nono. Voilà, Noël, un ami d'enfance avec qui on a beaucoup fait de projets, effectivement, de voyages. Et la première fois que j'ai vu Nono, on s'était rencontrés. Et plusieurs fois, Nono m'a dit, il faut que tu vois Nico. Et la première fois que je t'avais vu, tu t'avais commencé à me parler de bois échauffé avec des champignons pour donner des couleurs et tout. Ouais. Et je m'aperçois que tu es dans un lieu où tu as dû développer beaucoup d'autonomie. Donc c'est ce qu'on va présenter ici. Exactement, ouais. Vous êtes là pour voir un peu l'autonomie que j'ai engagée depuis 20 ans de ça ou plus encore. Sur une maison qui est écologique et autonome. Que j'ai charpenté également, donc tout a été fait consciemment au fur et à mesure des années. Une maison qui est autonome en eau, qui n'est pas connectée au réseau, une maison autonome en électricité également via des panneaux solaires et des batteries. Une maison autonome en épuration, sur lequel il y a un système de phytoépuration, donc épuration par les plantes. Autonome en potager également. Il y a un grand potager qui permet de se nourrir durant la saison et de faire des conserves. L'autonomie, c'est toute ma vie. Je suis né de parents simples, très modestes. Et puis j'ai très vite voulu être autonome. Déjà à l'âge de 14 ans, je vivais dans la maison de mes parents au rez-de-chaussée avec ma cuisine, ma chambre et ma cuisine, de sorte à pouvoir accueillir les copains. Donc c'est quelque chose que j'ai développé très jeune. J'ai très vite vécu après dans des véhicules, en camion. Donc j'ai eu un premier camion que j'ai aménagé, puis un second camion un peu plus grand. À l'époque, c'était la mode des Mercedes 508. Puis après, je suis passé dans un poids lourd de la médecine du travail. Suite à ça, j'ai acheté un bus scolaire, que j'ai aménagé. Donc tout ça, ça m'a appris en fait l'autonomie en eau, en électricité, le fait d'être très modeste dans ma demande. Et après ça, j'avais le frère de Nono également, Sam, qui avait une entreprise de charpente avec qui je bossais. Donc j'ai pu apprendre le métier de charpentier, construire des yourtes que l'on vendait également aux clients. Ce qui m'a permis d'en fabriquer, de vivre sur le terrain dans des yourtes avec ma compagne et d'accueillir les enfants et d'accoucher les enfants dans les yourtes sur le terrain. Ton terrain, il est très peu commun. Est-ce qu'on peut en parler? C'est un terrain familial à la base et on est sur une ancienne scierie, si je dis pas de bêtises. C'est un terrain familial que mon grand-père avait acheté dans les années 75. Mon grand-père qui avait acheté ça pour devenir forestier, qui a été suivi par mon oncle. Donc ici, il y a toujours eu une scie. On appelle d'ailleurs ce lieu la scierie depuis toujours. Et c'est un lieu que j'ai repris suite à un long voyage en Inde, en bus, que l'on a fait avec des amis et leurs enfants. Ce qui m'a permis de comprendre que je voulais acquérir cette terre et vraiment m'ancrer dans un lieu. Ce lieu, je l'ai donc acquéri et j'ai monté mon entreprise d'exploitant forestier. Tout ça, ça venait du savoir du côté de mon oncle et de mon grand-père qui m'ont appris le métier de la foresterie, notamment de l'abattage, du débardage, de la valorisation des bois via une scie. La gestion forestière aussi? Parce que tu fais de la gestion en conscience? Évidemment, tout ce qui est futaie jardinée, la futaie irrégulière.
Je suis donc natif d'un père ébéniste, donc j'ai grandi également dans un atelier bois, ce qui m'a permis d'englober en fait les métiers de la finition du bois, de tout le travail de l'usinage. Ouais, tu pars de la charpente jusqu'à la finition. Exactement. Moi, mon but, ça a toujours été la valorisation du bois. Et dans mon expérience de vie, j'ai réussi à jongler, à réunir un peu tous ces métiers, de l'arbre au mobilier. Voilà, donc j'ai également fait beaucoup de mobilier décoratif. Je fais de l'élagage. Non, on va aller plus vite. Qu'est-ce que tu fais pas? Ça va plus. Qu'est-ce que je fais pas? Tout ce qui m'intéresse pas. En fait, je ne fais que ce qui me fait vibrer le cœur. C'est beau. Oh, c'est très beau. Voilà. J'ai remarqué que les gens qui vivent soit sur leur terrain, ils sont philosophes. Et également, l'autonomie, c'est également pour moi beaucoup de philosophie. C'est une autonomie financière avant tout. C'est une autonomie dans la matière, hein, mais c'est également une autonomie sentimentale. Hein. C'est le fait de s'assumer pleinement soi-même, le fait d'être sur son chemin de vie, bien aligné avec ça. Voilà, ça englobe vraiment tout un mode de vie. C'est le fait de se reconnaître en soi. Et tu vois, je vais pas le dire, mais jusqu'à ton nom de famille, c'est en rapport avec le bois. Je te disais, c'est quand même un truc de fou. C'est vrai. C'est des questionnements que je me suis longtemps posés, et notamment avec un collègue scieur qui s'appelle Olivier également. C'est quelque chose qui coule de source en moi, qui est dans mes mémoires cellulaires, si je peux dire. Hein. C'est hyper fluide pour moi. J'habite la forêt et voilà, c'est ce qui vibre le plus fort en moi. Je suis égal à un arbre. Bon, c'est une très belle présentation. Nico, il y a tellement de choses à voir, on y va? Allez, allons-y, feu. Bon, Nico, avec la maison derrière, je présume quand on est en plein milieu de la forêt hors réseau, tu as commencé par les panneaux? J'ai commencé par les panneaux solaires, oui. Oui, évidemment, source nécessaire, l'électricité, évidemment. Les panneaux se trouvent là, en exposition sud, un peu éloigné de la maison. Le soleil ici arrive à 11h le matin et j'ai 3 kilos de panneaux solaires, ce qui me permet d'être suffisamment autonome pour tout ce qui est maison, machine à laver, lave-linge, lave-vaisselle, frigo. Voilà, sachant que tous les chauffages sont au bois et je n'ai aucun chauffage électrique, hein, chose qui est très consommatrice dans l'énergie. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais donc tu es sur 15 hectares de forêt, t'exploites. Alors j'aime pas ce mot exploiter, je pense que... Oui, moi non plus, c'est un terme que j'entends pas du tout, l'exploitation, ouais. La valorisation Exactement, tout à fait. Donc normal que tu sois... On parle de futaies jardinées, de futaies irrégulières, en fait. Hein. D'accord, et ça c'est pas un peu comme faisaient les Japonais, où ils cultivaient le bois, mais c'était le même bois, un peu comme des trognes qu'ils utilisaient. La futaie irrégulière, c'est une vision longue, en fait. Hein. Je pourrais dire que on vit sur Terre, comment le dire, on emprunte la Terre à nos enfants, en fait. Je sais plus de qui c'est, mais ouais, j'avais déjà entendu. Voilà, et c'est une vision où on ne fait aucune coupe rase, hein, et on laisse toujours le vivant, en fait, toujours les essences les plus nobles dans le temps s'épanouir, de sorte à ce que ça se rensemence naturellement. La seule entorse, on va dire, parce que toi, le fait d'être dans la forêt, la seule entorse que tu fais presque, on va dire, niveau pollution, c'est que tu es obligé pour la gestion du bois, vu que tu es en triphasé et que tu es sur des grosses machines, tu es obligé d'utiliser des groupes électrogènes quand tu travailles. Ouais, exactement. Bon, alors, toutes les machines pour travailler la forêt, tout ce qui est débardeurs, porteurs, les skideurs, tournent au gasoil. Et après, ici, vous voyez la scie qui, elle, tourne sur une génératrice, un groupe électrogène, donc. Hein. Cette scierie, elle était utilisée pour sa mobilité. Tout à fait. C'est une scierie d'une conception mobile, donc une scie horizontale. C'est donc la tête de scie que l'on ne voit pas, qui est cachée sous la bâche, là, à l'abri de la pluie, qui va venir avancer sur son chemin de roulement. L'arbre va venir être pincé sur ces griffages-là. La grume de l'arbre étant fixe et la tête de scie avance. Donc la lame est horizontale.
de la scie. Ça permet de positionner les bois et puis après de sortir les produits au fur et à mesure dans les troncs. De les tourner grâce à ce tourne-bille là, hein, ce qui nous permet de mettre à l'équerre, en fait, de tourner d'un quart de tour les pièces de bois. Et c'est une scie très modulable dans le sens où on peut rallonger les rails à l'infini. Donc je peux scier là, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à 15 mètres de long. Les griffages également sont déplaçables, de sorte à ce que l'on puisse solidariser l'arbre au châssis au mieux dans sa longueur. C'est une scie qui me permet également de faire, dans la valorisation du bois, des bois décoratifs et notamment scier des tranches, donc des rondelles de bois. Ça me permet de mettre l'arbre debout, en fait, pincé sur les griffages que l'on voit là. Je vais venir rapprocher ces griffages pour venir poser l'arbre debout et avec la scie venir sortir des tranches de bois, chose que je valorise bien souvent en mobilier, que ce soit décoratif, mural, tête de lit ou de tables basses, manche debout, voilà. Et également des inclusions dans le sol, comme vous allez voir dans la maison. Spoil pas. Ah ouais. Et toi, tu disais priorité mise en valeur à 80, je ne sais pas combien de pourcents, mais du local. Toi, c'est vraiment ce que tu as là. Ce ne sont que des bois locaux, que des bois de pays, et vraiment que des bois de région. Vraiment, ma recherche profonde, elle est de valoriser bien même les essences qui, entre guillemets, ne le sont pas. Parce que pour moi, tous les arbres ont quelque chose à nous apporter. Et que ce soit le pin parasol, par exemple, que ce soit, je sais pas, le pin sylvestre, qui sont des bois un peu décriés par l'industrie. Et moi, j'aime à les valoriser. La valorisation des bois, c'est aussi valoriser le bois qui a poussé au plus près de sa destination finale. Ça, c'est la vraie écologie, c'est-à-dire que le bois, il pousse dans des conditions d'humidité et de vent. Et c'est ce qui en fait ses capacités dans la durée de vie, en fait. Hein. Souvent, je vais avoir des demandes pour des bardages, par exemple, pour des bois d'extérieur, notamment les bardages, le cas présent, où ça va être conventionnellement vendu en cèdre ou en Douglas. Et là, j'ai expérience sur la façade de la maison de pins sylvestres, par exemple, qui sont des bois qui n'ont aucune tenue dans le temps, qui ne sont pas classés pour être résistants, et qui, 15 ans après, se portent super bien, alors que ce sont des façades plein sud qui sont exposées au vent, donc à l'abrasion du vent, de la pluie. Et voilà, ce retour d'expérience, ça me permet vraiment de croire que la vraie écologie, c'est d'utiliser les bois que l'on a à proximité de la maison. En fait, si je t'écoute bien, il n'y a pas de mauvais bois, il n'y a que des personnes qui ne savent pas le valoriser. Exact. En fait, je dirais que chaque bois a une orientation et une place qui lui est propre, selon son essence, selon sa composition, si c'est résineux, feuillu, c'est vraiment propre. Il y a des bois que l'on peut utiliser en charpente, d'autres que l'on n'utilise pas, parce qu'ils n'ont pas de résistance mécanique. Il faut lire dans l'arbre, en fait, et dans la structure de l'arbre, qu'est-ce qui permet. C'est-à-dire que pour valoriser le bois, dans une cime, on ne va pas sortir les mêmes produits que dans la bille de pied. Voilà. Toutes les pièces mécaniques vont être faites dans le fil du bois, et toutes les pièces, entre guillemets, qui ne le sont pas, ou décoratives, vont plutôt être sorties dans les cimes, parce que c'est là où il y a du dessin, c'est là où il y a l'insertion des branches à cœur. Et voilà, c'est ce qui plaît en ce moment, le bois avec du dessin. Après, tu m'en parlais, toi, ce que tu aimerais maintenant, c'est transmettre, tu aimerais créer des stages. Ouais, complètement. Là, je suis dans une nouvelle dynamique de modules de formation qui est de la valorisation du bois, qui va de l'abattage au débardage, c'est-à-dire on va dans la forêt, on sélectionne un arbre pour un produit donné,
on l'abat en conscience et après on vient le valoriser sur la scie pour sortir un produit qui va être séché naturellement et après usiner pour sortir le projet final, que ce soit un bois d'ébénisterie, un bois de menuiserie, un bois de charpente. Ce que je te propose, une fois qu'on aura vu la maison et comment toi tu l'as utilisée, on se pose et on reparlera de tout ça. Allez. Je voudrais juste aussi, pour remettre quand même les choses, pour que les personnes comprennent, dès qu'on parle de bois, tu es quand même obligé d'être outillé, mécanisé sur des choses. Je veux dire, tu vas pas t'amuser à tirer tout ça à la mano. C'est clair. Bon, il y a le débardage à cheval qui est la meilleure des conceptions au niveau du sol, en fait, et de l'impact des outils sur le sol. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. J'ai déjà essayé et ça a beaucoup d'avantages, mais ça a ses limites également au niveau des cubages, en fait, des grosseurs de bois que l'on peut sortir. Quand l'on me demande une pièce qui fait 14 mètres de long, par exemple, là, le cheval, bien souvent, il n'est pas à même de sortir un arbre qui va faire 6 mètres cubes. Oui, parce qu'on parle d'écologie, mais il y a le bien-être animal, il y a ceci, enfin c'est... Et puis l'animal, il faut savoir, c'est quoi, au moins 5000 mètres carrés pour avoir un cheval dans un champ pour qu'il puisse être à peu près bien. C'est une autre... C'est une autre conception, mais qui est certainement la plus intéressante de toutes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un outil, un porteur, donc avec un grappin forestier qui permet de prendre les grumes et de les amener sur la scie. D'accord. En fait, il existe deux outils en forêt. En gros, le skidder, qui nous permet, c'est un outil, un tracteur avec un treuil et un câble derrière. Donc quand on abat l'arbre, on vient encabler cet arbre pour le remonter sur la piste de débardage. Okay. Et après, selon les conditions d'exploitation, soit le skidder va ramener l'arbre sur un parking de stockage, soit le porteur, pour éviter le tassement des sols, va venir charger les bois pour après les amener sur le grumier, le transporteur, quoi, finalement. La scie mobile, elle est électrique, triphasée? La scie électrique, ouais, c'est électrique. C'est un moteur électrique qui fonctionne grâce à ce groupe électrogène, qui est une vieille génératrice Berlier des années 1960, et qui marche à merveille. Berlier? Voilà, ouais. Je connais pas, pour te dire, c'est un vieux... C'est un groupe qui fait 35 kg de puissance sur un moteur diesel, et qui permet de générer l'électricité pour la tête de scie. Voilà. Ok, ça consomme beaucoup, j'ai pas de notion. Non, ça consomme pas beaucoup. C'est justement le sciage au ruban, c'est vraiment le type de sciage qui consomme le moins d'énergie, parce que c'est là où on a le moins de contraintes au sciage. Il existe d'autres types de sciage qu'on appelle canter, à disque, où en fait on vient arracher le bois. Ce sont des disques très épais. Donc du coup, il y a un rebut de matière aussi également qui est fort, tandis que les rubans sont très fins. Et donc, ça nécessite très peu d'énergie pour scier au ruban. Ok. Donc ça ouais, c'est un bon choix. Ouais. Et le ruban, tu disais, alors on le montrera peut-être avec... Ouais, on ira dans la salle d'affûtage, ouais. Ça frotte pas sur la partie basse, il n'y a que la partie haute qui écarte... Voilà, le ruban, il y a une stélite, c'est-à-dire c'est la partie abrasive qui va permettre de trancher le bois. Et il y a le corps du ruban, en fait, qui a une épaisseur de 11 dixièmes, on va dire. Et la stélite, elle est de part et d'autre de ce corps, plus épaisse, de sorte à ce que souvent, moi je sais sur mes rubans, j'ai 2 mm et demi de passage de stélite, tandis que le corps fait 11 dixièmes, on va dire. Cette stélite, elle s'affûte, et donc plus on l'affûte, plus ça mange. plus elle s'affine, la stélite. Ça s'affûte, c'est un nombre d'heures. Et je dirais même... ça dépend de la quantité de bois que l'on va mettre. Si on scie du petit bois ou si on scie du gros bois. Ça dépend également... on dit qu'un ruban se désaffûte rien qu'à la tension du ruban. C'est-à-dire que bien même si on ne scie pas, les volants de la scie, ils sont arrondis. C'est-à-dire que ce ne sont pas des surfaces planes. Le corps de la scie est également à cette forme en lui-même.
quand on vient tendre le ruban sur la scie, ça déforme le corps du ruban. Bon, tu dis que tu n'as plus trop le temps de le faire. Non, mais c'est quand même géré le potager. Ah ouais. C'est un potager que j'ai donné toute la gestion à mon oncle qui maintenant lui est retraité et qui s'est pris pour passion le potager. Et donc c'est un potager très généreux qui nourrit plusieurs familles, ouais. Dans lequel on fait pousser des artichauts, des tomates, des courgettes, des salades, des poireaux, des oignons. Et question, le fait que c'était en pleine forêt, ça n'a pas été soit trop acide, soit ceci. C'était vraiment bien comme sol. Il y a eu beaucoup d'apports de fumier. Beaucoup de fumier. J'ai beaucoup également allégé les bois avec de la paille, avec du copeau. Voilà, ça s'est fait vraiment au fil des années. Ok. Beaucoup de blettes, épinards. J'ai vu des oignons. Des oignons également. Qu'est-ce qu'on avait? Des parcelles de fraises. C'est intéressant le fait que ce soit en lisière de forêt aussi. Ouais, c'est vrai que c'est drôle comme manière de... C'est pas commun comme lieu, en fait, en plein milieu de la forêt. C'est pas commun les potagers en forêt, c'est vrai, parce qu'on a tendance toujours à croire que les arbres portent nuisance au potager. Mais il faut comprendre que les arbres se nourrissent des eaux, pas aux mêmes profondeurs que les légumes, en fait. Il y a une nuisance de l'ombre, mais qui peut être également bénéfique durant la saison estivale. Toi, tu vois que des bénéfices? Je ne vois que les côtés positifs. Question bête, mais tu manques pas de BRF pour le potager? Non, bois raméal fragmenté, c'est utilisé en paillage pour le potager. Et c'est notamment du bois blanc à décomposition facile, donc du frêne et du peuplier. Il faut pas mettre de tanins Non, faut éviter les tanins et surtout éviter les résineux. Ce qui est bien, c'est aussi de le faire composter un an. Parce que sinon, ça crée un push d'azote, ça extrait l'azote du sol. Quand on met un BRF frais à même le sol. Okay. Donc on le fait composter un an et après on amende les sols. Ça c'est quoi comme bois, Nico? Ça c'est du chêne rouge d'Amérique, Quercus borealis. Ça pousse chez nous, ça? Ça pousse chez nous, ouais. Et effectivement, ouais, ça a été planté dans la montagne noire. Ça c'est un chêne rouge qui poussait au milieu d'une forêt de Douglas, qui était de toute beauté, une grume, une bille de pied qui devait faire 8 mètres de long et peut-être 6 mètres cubes. C'est un bois très fin que j'utilise en parquetterie. Et alors ce qui est sympa, tu me disais aussi, maintenant les gens dans le coin, ils te connaissent, on est dans la limite entre le Tarn, l'Aude et la Haute-Garonne. Et la Haute-Garonne. Ouais. Et tu me disais, les gens dans le coin, quand il y a des beaux arbres qui tombent malheureusement avec le vent et tout, ils t'appellent pour le valoriser? Ouais, exactement. Moi, je suis reconnu pour ça, pour la valorisation des bois de pays. Et donc, c'est vrai que étant un enfant du coin, tout le monde me connaît à ce sujet-là, d'une famille forestière et ébéniste. J'ai pu acquérir ces qualités-là avec le temps, ouais. C'est bien. Donc que ce soit des arbres de parc, que ce soit des arbres forestiers, la scie permet de valoriser aussi du sciage à façon. Comme je fais également de l'élagage, je peux également valoriser des cyprès, des ifs, des prunus, des poiriers, vraiment tout type de bois qui peuvent avoir un intérêt, que ce soit pour la coutellerie, pour des instruments de musique également. J'ai des collègues luthiers qui viennent me voir pour prendre des pièces de bois. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans le cœur de l'arbre, de l'ouvrir et puis après de lui trouver une destination. Bon Nico, c'est la première fois que je vois ça et l'idée est vraiment pas bête. Donc ça, c'est ta cuve de stockage. Ouais, c'est la cuve qui me permet qui est alimentée par la source, qui est plus haut en forêt, qui me permet d'alimenter le potager en eau, en fait, et également de pallier aux incendies, tout ce qui est feu de forêt. D'ailleurs, les pompiers sont au courant et peuvent se connecter à cette cuve si jamais feu de forêt il y a. Voilà. C'est une cuve qui fait 54 000 litres, dans laquelle circule toujours l'eau avec une entrée et une sortie, de sorte à ce qu'elle reste vivante et fraîche. Et dis-moi, truc tout bête, combien t'as payé ça? Ça coûte pas très cher. C'est quelque chose qui doit coûter proche des 3 000 €. 3 000 €, c'est dingue. Même pas. Parce que tu te fais une cuve en béton,
ça va... Ouais. C'est clair que c'est une bonne solution pour pallier à l'autonomie du stockage de l'eau. 54 mètres cubes. Ouais. Putain, c'est énorme. Ouais, énorme, ouais. Tu manques pas. Et puis elle est renouvelée sans cesse. La source passe par là, en fait. Et puis après, elle est alimentée à la maison. Ça, c'est juste une retenue stockage. Ok, c'est-à-dire que tu consommes pas cette eau Non. Après, j'ai le système d'eau de la source qui est dérivé de cette cuve et qui va direct à la maison. Et tu l'as mis sur le point haut du terrain pour avoir des barres? Exactement, la pression d'eau naturelle de par la gravité, ouais. Génial. Ouais, pour pas avoir de pompage et notamment d'électricité. Eh oui, parce que quand... c'est vrai qu'on est allé rapidement sur l'électricité, on verra un peu plus dans la maison, on regardera ton onduleur et tout. Mais c'est vrai qu'il faut toujours trouver plein de techniques. Donc tu disais évidemment, tu te chauffes au bois, donc... Ben ouais, l'autonomie, c'est pour moi aussi beaucoup la modestie en consommation énergétique. En fait, ça me fait penser notamment au frigo que j'éteins 6 mois de l'année, voire plus, parce que je trouve ça inutile de faire fonctionner un frigo alors que je peux stocker mes aliments dehors sur la terrasse pendant 6 mois de l'année, à l'ombre. Voilà, c'est aussi des petites conceptions supplémentaires qui nous permettent de minimiser notre impact, en fait, sur l'énergie consommée. C'est plein de petits gestes. Ouais, à fond. Ouais, parce que 3 kilos, je me disais, c'est pas beaucoup par rapport à la taille de la maison et tout, c'est pas énorme. Vous étiez 4. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Moi, ça me permet de faire tourner les machines en 220, toutes les machines à bois, tout ce qui est les scies plongeantes, les ponceuses, les scies circulaires. Ça suffit amplement à l'autonomie. T'as aussi à batterie, donc tu charges tes batteries et puis tu peux... Ouais, pour tout ce qui est portatif, visseuse, évidemment, ouais. Sur 15 hectares. Et puis je travaille beaucoup au fil du soleil, c'est-à-dire que pour tout ce qui est machine à laver, par exemple, j'attends qu'il fasse beau pour pouvoir faire un lot de machines à laver, toujours pour optimiser aussi la durée de vie des batteries. C'est des billes énormes, Nico, ça. Alors ouais, ça c'est du hêtre, hein, Fagus Fayard. Du hêtre de pays qui poussait juste en haut de la montagne, des hêtres presque bicentenaires qui ont été abattus par des forestiers qui avaient la gestion de cette parcelle. C'était un endroit sacré dans lequel on allait se balader en famille assez souvent et ça m'a fait beaucoup de peine de voir une coupe rase sur cette parcelle. Et excuse-moi, pour quelle raison? Des bois destinés en plus de ça au bois de chauffage, des bois magnifiques. J'ai eu beau aller à la rencontre des gérants et des bûcherons qui étaient en action. Ils avaient déjà billonné donc ces beaux hêtres en 2 mètres. Et voilà, et pour essayer de valoriser ce bois, j'ai donc racheté un lot pour en faire du mobilier, des marches. C'est beaucoup d'ébénisterie, ça, en fait. Hein. Je vais dire une bêtise, mais là, tu le laisses par terre, ça peut rester combien de temps Ça, non, il faut le mettre hors sol. Ça, c'est du bois qui a été abattu durant l'hiver, que je traîne à scier. J'en ai beaucoup sous le hangar de ces hêtres. Il m'en reste encore quelques-uns. Le hêtre, c'est un bois qui s'échauffe rapidement. Quand il s'échauffe, c'est la corrélation de 2 champignons, en fait, et qui donc déstructure un peu l'anatomie du bois. Donc quand il s'échauffe, ça fait des filaments noirs dans le bois. Okay. Et il faut le scier au bon moment, dans le sens où si on le laisse trop longtemps stocké au soleil, il s'échauffe de trop et le bois après est dépérissant. Il faut pas trop attendre en fait pour le scier. Là je traîne un peu. Excuse-moi, t'as mis de la chaux là pour protéger? Là c'est de la chaux en fait parce que je marque les cimes à la chaux, notamment pour les charpentiers, pour orienter les bois quand on fait des charpentes, pour les remettre dans leur sens de pousse. Chose qui est importante pour l'énergétique de l'arbre et aussi la mécanique, la reprise de charge. Après, dans le dessin de la branche,
On a des bois de tension et des bois de compression qui se trouvent en dessus et en dessous de la branche. Ça permet de réorienter la pièce de bois. Mais là, ça me facilite l'orientation. Quand je vois que c'est blanc, je sais que c'est la cime, et voilà. Et après, là, je te parle en tant que débutant, mais tu arrives dans un magasin lambda de bricolage. Tu sais pas ce qui est la partie haute, la partie basse, vu comment ça a été coupé. Là où tu as l'air de me dire que c'est important de respecter le sens si tu veux une certaine compression. Si, on arrive à le lire dans la fibre du bois, forcément. Quelqu'un qui sait lire dans le bois, c'est pas un problème. Mais là, pour des gens qui ne connaîtraient pas... C'est difficile. Ah, c'est difficile. Ouais. Mais il y a un sens à respecter quand tu utilises... Ah ouais, forcément. Ouais. Toujours la cime debout. Il faut remettre l'arbre dans son sens de pouce. C'est une évidence. C'est comme un bâton de marche. Quand on va marcher dans la forêt, on se fait un bâton et on reprend, souvent on les fait en noisetier, parce que c'est un bois qui a les qualités de devenir bâton, en fait, sans rentrer dans les détails. Et on le remet dans son sens de pouce. De sorte à ce qu'il y ait une connexion à la terre et une connexion au ciel. Parce que c'est ce que représente l'arbre, finalement. C'est cosmotellurique, je veux dire. C'est une connexion aux racines et une connexion au cosmos. Mais attends, il faut savoir Juste, Nico, je brise, parce que moi je suis obligé, parce que nous sommes reporters, nous mettons des personnes en avant et nous ne filtrons pas ou peu ce qui est dit. Oui. Je me désolidarise de tout ce que tu dis, mais je vais respecter donc le fait que tu nous aies ouvert et tout. Il y a des choses qui sont pour toi... tellurique, connecté et tout. Je dis pas, c'est bien, pas bien. Hein, complètement. Non, quand je dis désolidariser, ce que je veux dire, c'est que tes propos n'engagent que toi. Tout à fait. Mais je respecte le fait que tout ce que tu vas nous dire, même si pour certains... En fait, c'est plus pour éviter les commentaires que je dis ça. Parce que nous, on n'a pas les connaissances là-dessus. Si, justement, ça choque des gens qui nous envoient des tonnes de liens, de trucs scientifiques, aucun problème. J'assume. Et si ça parle aux gens, qui n'hésitent pas à développer. J'assume complètement ce que je ressens, ouais. Qui n'hésitent pas à développer. Exactement. Maintenant que le laïus est fait, Nico, je t'écoute. En fait, moi, je travaille avec la Lune. Hein. Ce sont des dictons des anciens, en fait, que mon grand-père utilisait, qui n'avaient jamais... au jour d'aujourd'hui, été étudié, et je me base sur des études scientifiques de Ernst Zürcher, qui est un scientifique franco-suisse, qui était décrié durant sa jeunesse, qui a beaucoup travaillé sur les effets de la Lune, en fait, dans le bois. Et donc, il a sorti des livres à ce sujet, et donc... il a mis en valeur, en fait, et en éprouvette scientifique, des parties du bois qui étaient abattues en phase avec la Lune, c'est-à-dire en phase descendante et décroissante pendant les périodes de dormance hors sève. Et il a pu étudier la déformation des bois, le taux d'humidité, c'est-à-dire toute sa résistance aux bactéries, insecticides et fongicides, les déformations. Et là, en ce moment, ils sont en train d'étudier toutes les essences diverses et variées pour connaître les alignements, et notamment planétaires, parce qu'il y a plus que la Lune, avec les arbres. Il faut savoir que voilà, l'arbre, ça représente la connexion même entre la Terre et le ciel. Et je veux dire, il a mis en valeur la pulsation du chêne, qui lui est face à Mars. C'est-à-dire que pendant les périodes où Mars passe face au chêne, si on veut dire, il a pu mesurer la pulsation du gland. Et donc là, il va encore plus loin que le travail de la Lune. Il travaille également avec les planètes pour mieux comprendre en fait tous ces côtés subtils du bois que l'on ne ressent pas quand on ne vit pas dans la forêt. Écoute, si les gens sont curieux, avant de mettre le moindre commentaire, allez à Ernst Zürcher, entre visible et invisible. Ok, bah, exactement. Écoute, allez voir ses recherches. Un super livre. C'était quelqu'un qui fait de nombreuses conférences qu'on retrouve sur YouTube facilement, qui a vraiment une super conception et une finesse de la forêt. On a toujours luné les bois, sauf que maintenant la gestion forestière
elle est vouée au rendement économique et on ne prend plus le temps d'abattre les bois en lune. Il faut comprendre que quand on travaille en lune, on a 3 à 4 jours par mois d'abattage, en fait. Donc ça limite un peu, dans une gestion conventionnelle ou industrielle de la forêt, ça limite complètement. Et puis, ils n'ont pas cette recherche-là. Est-ce que toi, vu que tu travailles le bois comme jamais, ta famille est issue du bois, comme tu nous expliques, entre un arbre luné et non luné, toi tu l'as... Moi je le vois direct. Direct quand je le scie. À son taux d'humidité, à la façon dont il va réagir au séchage, c'est-à-dire les micro-fissures qui vont se créer dans le bois, c'est une évidence. En fait, il n'y a pas besoin de folie pour s'en rendre compte, quoi. Quand on travaille face aux lunes, c'est la période du mois où le bois, en fait, a le moins d'eau dans sa composition. C'est-à-dire que qui dit moins d'eau, dit moins de nutriments. En fait, il faut comprendre que l'arbre étant vivant, il y a des flux énergétiques de nutriments qui montent et qui descendent dans l'arbre. Et ces périodes en phase avec la Lune, c'est là où l'arbre est le plus au repos. Et ce qui est intéressant aussi quand on travaille avec la Lune, c'est de pouvoir travailler dans une forêt, quand on lune les bois, qu'il n'y ait pas de stress autour, c'est-à-dire de stress de vent d'automne, de gel. Voilà, les meilleures périodes, elles sont très fines en fait dans l'année. Tu es en train de dire que on voit des gens qui scient toute l'année. C'est 3-4 jours seulement si on veut obtenir le meilleur bois. Sinon après, exactement. Mais d'ailleurs, tous les bois de lutherie sont lunés, tous les bois fins sont lunés. Et juste derrière, tu as de la phyto. Ouais, ici on se trouve à côté des bassins de phytoépuration, donc épuration des eaux grises par les plantes. Ici, c'est un premier bassin qui est composé de phragmites, australis. Et nous avons un second bassin là à côté où il y a beaucoup d'iris. C'est une composition de diverses plantes. Et ici, en forêt, c'est beaucoup l'iris qui est venu prendre place dans le second bassin d'épuration. Et suite à ça, il y a un drain également qui permet de rejeter l'eau à la nature propre. Ce qui est dingue, c'est que on verra, il y a des véhicules, mais ils sont vieux comme tout. Tu as récupéré aussi les véhicules de la famille. Ouais, bien sûr, ouais. Tous ces véhicules sont là depuis toujours, entretenus, et du coup, c'est des véhicules durables, robustes, et puis avec lesquels je donne beaucoup d'attention. Il n'y a pas de turbo là-dessus. Non, il n'y a pas de turbo, ouais. Ça va doucement, mais sûrement. Qui va piano va sano. Ça, c'est le second bassin. Ils ont tous les deux des rôles différents. Le second bassin, il est aquatique, c'est-à-dire qu'il fait 40 cm de profondeur. Sur ces 40 cm, il y a 30 cm d'eau. Donc là, si on gratte les 10 premiers centimètres de gravier, on va trouver de l'eau. Et c'est d'autres plantes filtrantes qui sont utilisées dans le second bassin. C'est toi qui l'as fait ? C'est moi qui l'ai fait et ça a été estampillé par les services de la mairie en cours, ouais. Excellent. En même temps, ça a l'air assez grand, tu as dû bien dimensionner. Et ça a été dimensionné par une société qui s'appelle Aquateris. Qui font les études de sol et toutes les études de surface, de profondeur, les pentes, pour la phyto, ouais. À partir de là, tu peux pas te gourer, c'est un bureau d'études, quoi. Ouais, carrément. Et puis maintenant, ils ont la même mise sur le marché, là. C'est un peu les seuls, non Alors, au niveau entretien, il y a du taf. Voilà, la seule contrainte de la phyto, c'est qu'il y a un peu de taf. Il faut quand même désherber les plantes qui y poussent, garder le contour propre. Au début, j'avais mis une clôture quand j'avais les enfants tout petits pour protéger les bassins aussi, ou du moins que les enfants n'aillent pas dans les bassins. Voilà, c'est un peu la contrainte, entre guillemets, de la phyto. Bon, Nico, oui. Maison fabriquée à la mano. Exactement, par mes soins, ça m'a pris plusieurs années, tout a été fait tranquillement, avec le temps et la patience, l'expérience.
Alors, on va parler beaucoup matériaux écologiques. Allez, ben, entrez, venez visiter, ouais. N'hésite pas à nous dire aussi les erreurs, tout, hein, on va tout... Ok. Waouh. Alors, la première chose que je constate, moi, quand j'arrive, et c'est ce que je te dis, je ne vais pas faire semblant de le découvrir, mais c'est que souvent, quand il y a beaucoup de bois dans les maisons, je trouve ça presque oppressant. Toi, il y a plein d'essences déjà, de bois. Je vois qu'il y a des murs, bon, on va montrer, il y a des murs différents. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est important d'utiliser des bois clairs, à mon goût. Des bois qui ne chargent pas trop l'ambiance. Et il est vrai qu'avant, on avait tendance à teinter beaucoup les bois, ce qui leur donnait un côté assez sombre. Et là, j'ai cherché à avoir des teintes assez claires, finalement. Donc, on peut voir sur les murs de l'Aulne, hein, qui est un bois qui pousse près des rivières, un bois qui, pareil, n'est jamais valorisé, qu'on trouve jamais dans le commerce. Hein. Un bois qui est très doux. Ici, il y a une multitude d'essences, en fait. Au sol, ici même, ça a été, en fait, des collages que j'ai faits, tels des plateaux de table, où on a du chêne, du frêne, du cèdre, ici. Qu'est-ce que j'ai mis comme autres essences? Ce ne sont que des essences de pays, des arbres que j'ai coupés dans la forêt, sciés, séchés et valorisés au fil du temps. Ça a été un peu tout un sol où j'ai voulu un peu étudier différentes techniques. Vous avez ici des pavés en bois de boue, pareil, en chêne. On dit bois de boue dans le sens où il a été scié, pas dans le sens du fil, hein, mais un peu comme les tranches que je vais vous montrer. Ça, c'est des parquets super résistants et j'avais fait des essais à l'époque pour trouver des liants un peu qui me conviennent et qui permettent d'accepter la dilatation du bois, en fait, hein, parce que le liant ne travaille pas comme le bois. Voilà. Ici, on a des rondelles de séquoia géants qui ont été insérées dans le sol, en fait, hein, via aussi des liants et des bétons cirés en finition. Tout ça travaille beaucoup de la chaux et pas de résine. En fait. Juste parce que c'était assez important. Tu disais qu'il y a une sacrée épaisseur. Tu peux nous expliquer pourquoi ouais, ben ça fait 5 cm d'épaisseur, de sorte à ce qu'il y ait une tenue mécanique des bois. Hein. Les rondelles ont été également collées avec une colle souple sur une feuille de bois, de sorte à ce que ça évite de tuiler, en fait, de déformer. Cette déformation, la fente sur un bois de boue, elle est naturelle et on ne peut pas l'éviter, dans le sens où quand l'eau perd son humidité, il a besoin de travailler, en fait, et cette fente se crée justement pour que la matière puisse travailler à l'intérieur de cet espace. La seule façon que l'on aurait de pouvoir limiter ces fentes, ce serait par exemple d'enlever la partie centrale du bois, de sorte à ce que la déformation du bois puisse se créer dans le trou manquant. C'est au milieu qu'il y aurait le plus de pression? Ça, c'est difficile à dire. C'est une question à laquelle je ne sais répondre et je préfère pas. J'ai cru que tu allais dire c'est une question à la con. Ouais. Je le garderai, ça, je trouve ça très... Et tu peux nous détailler ça? Je trouve ça aussi magnifique. C'était une technique, en fait, de litho. Quand en charpente, on fait des couvertures, on utilise des lithos. Et là, j'ai voulu me tester sur des petits modules de litho qui sont cloués, en fait, de champs. Des lithos en Douglas, qui ont été teintés également en Wenge, hein, qui est une couleur, la couleur d'un bois exotique. Hein. Voilà, c'était une recherche esthétique. Je trouve que c'est très basque comme... Dans l'esprit? Ouais. Et dis-moi, tu disais, vaut mieux utiliser des essences claires. Tu peux nous donner des essences de bois clairs à utiliser si on veut mettre un peu plus de clarté dans la maison? Les bois blancs disponibles seraient le frêne, hein, très lumineux, un bois super, un bois de souplesse également, le frêne, un bel élan à la lumière. Hein. C'est aussi, dans sa forme de croissance, le frêne, il a un bourgeon apical qui a une force incroyable et qui vient dominer d'autres essences. C'est un bois de lumière, le frêne. Et puis c'est un bois, il peut vite coloniser, alors s'il va plus vite que les autres, il peut vite... C'est un bois qui a une belle régénération, oui, le frêne, oui.
T'en as d'autres, des essences claires? En essence de bois clair, on peut utiliser le hêtre, on peut utiliser le platane, le hou. J'en ai également un peu de hou. Tous les passages au-dessus des fenêtres et des portes sont en nous, mais ça, ce sont des bois qui sont pas disponibles, ou c'est des valorisations quand il a fallu abattre un hou exceptionnellement. Voilà, là, j'ai décidé de le mettre en place là, mais c'est plutôt un bois qui est utilisé, bois très dur, qui a une croissance très lente et qui est utilisé pour faire des pipes, pour faire des manches de couteau. On peut faire des pièces de guitare, par exemple, avec aussi, intéressant. Voilà un autre bois clair, ça c'est le peuplier sur ce limon d'escalier central. Ok. Voilà, avec des marches en chaîne. Là, j'ai voulu faire un escalier très léger visuellement, malgré que le limon ait une épaisseur relativement conséquente, mais un escalier sans contre-marche. Voilà, ça a été pour lier l'espace de l'appartement du bas à l'étage. En tonneau mortaise et cheville acacia? Ouais, non, cheville bois. Là, ça, en fait, c'est des fausses chevilles. Là, ça a été vissé derrière et caché par une cheville. Ah, le tricheur! Ouais. Ah, excellent! Ouais. Non, mais c'est bien des fois de tricher. Ah, c'est une belle triche. C'est ça dont tu disais... Attends, est-ce que je le vois? Ouais, les encadrants. Le hou, ouais. Le hou, il est là. C'est lui. Ah, c'est lui. Ah oui, c'est beau, c'est original. Ouais. Ici, on voit du séquoia, par exemple. Séquoia géant également. Ce mur, tu peux nous le détailler? Je trouve ça magnifique et c'est complexe? Écoute, c'est une technique canadienne, ça s'appelle des murs en bois cordé. La technique, elle est relativement simple. On utilise des bois divers et variés. Bon, pour mon cas de figure, ça a été du châtaignier, parce que c'est un bois qui est impénétrable. C'est un mur qui fait 50 cm d'épaisseur, sur lequel j'ai fait un soubassement bâti pour que les bois soient hors sol. Toute la maison a un soubassement bâti en moellon. On vient disposer des bûches les unes à côté des autres. On vient faire un liant qui se compose de chaux, sable, pierre ponce et sciure. Donc un liant très souple que l'on vient mettre en boudin, si tu veux. On vient disposer des bûches les unes à côté des autres. On vient disposer ces boudins de mortier de part et d'autre du bois. Et au milieu, on vient mettre une matière isolante souple. Dans mon cas de figure, ça a été du liège, des copeaux de liège en fait, granulés de liège. Ce pourrait être des laines de bois, de laine, de chanvre, voilà, un isolant souple. Moi j'ai une question. Tu as dit dans le mélange que tu mets de la sciure de bois. Ça apporte quoi la sciure de bois justement au mélange? C'est pour la souplesse, parce que le bois n'a pas la même déformation que le mortier. C'est pour donner plus de souplesse au mortier. D'accord. Ça crée pas justement des problèmes de dilatation entre les deux, les matières plutôt minérales et justement végétales? Écoute, pour l'instant, moi ça s'est bien comporté. J'ai pas de courant d'air traversant sur le mur. Je veux dire, après, il y a quand même 30 cm d'isolant à l'intérieur du mur qui permet de pallier à ces éventuelles dilatations. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une technique qui en fait est finie intérieur-extérieur. Quand on fait les murs, on met nos réseaux électriques et réseaux d'eau également dedans. Et puis après, ce que j'ai fait, moi, pour ce cas de figure, c'est que j'ai coffré un côté du mur avec des banches, de sorte à pouvoir mettre mes bûches contre les banches et avoir un côté voilà, bien plat et fini naturellement. Et au fil des années, après, je suis venu le poncer avec un flap sur une disqueuse. Les flaps, c'est des petits disques à poncer. Et puis le nourrir à l'huile de lin. Ouais, ça brille bien. Voilà. C'est excellent. C'est des bûches de châtaignier que j'avais donc coupées et fendues 5 ans avant de faire ce mur-là, de sorte à ce que le bois ait fait toute sa déformation. Et après ça, quand je les ai reprises pour la fabrication de ce mur, je suis venu équarrir à la fendeuse les aubiers du bois. Voilà pourquoi il y a certaines bûches qui peuvent avoir des formes très triangulaires. Mais ça, c'est pas porteur. C'est peut-être porteur le cas où on fait un lien avec du ciment. Oh, ok. Ouais. Bon. Alors, selon, voilà, si on demande un mur porteur ou pas, on va mettre du ciment ou non.
C'est quoi l'espèce de thé? C'est de la Là, c'est une ossature qui vient en fait de part et d'autre de la fenêtre pour me tenir la fenêtre. Ah, pour les vibrations et tout. Ouais. Bon, la table, c'est fait maison, je présume aussi? La table, c'est fait maison. C'est un séquoia géant qui est tombé malade dans un parc d'une maison de maître non loin d'ici, dans la montagne. Donc, c'était un arbre majestueux qui faisait 1,60 m de diamètre à son pied, qui faisait 28 mètres de haut. Et donc, faisant de l'élagage, j'ai dû l'abattre et cet arbre, pour le sortir du parc, pour le valoriser, il m'a fallu pouvoir le sortir du parc. J'ai fait appel, vu qu'il n'y avait aucun outil qui pouvait rentrer dans ce parc, j'ai fait appel à un grumier forestier qui s'est garé sur la route et avec 30 mètres de chaîne, on arrivait avec le grappin à tirer les billes qui étaient billonnées de longueur très courte, parce que l'arbre était forcément très gros. Et cet arbre-là, je l'ai donc décliné en de nombreuses créations, beaucoup de mobilier et également des œuvres artistiques qui sont stockées ça et là. On va les voir après. Voilà. Tes petites pépites. Voilà, donc ça a été une table que j'ai légèrement teintée en saumon pour homogénéiser la couleur entre l'aubier et le cœur. Tu teintes avec quoi? Comment? Là, c'était des teintes à l'eau. À l'eau? Ouais. Okay. Et ça a été un vernis à l'eau également, ouais. Maintenant, je travaille avec d'autres types de produits de finition, Rubio, des huiles, qui s'appliquent en monocouche. Très intéressant aussi. C'est vraiment le produit actuel à utiliser, ouais. Parce que on utilise souvent l'huile de lin, mais c'est peut-être pas recommandé pour ce genre de... Non, pas pour le mobilier d'intérieur. Ouais. L'huile de lin, c'est plutôt pour l'extérieur. Déjà, avec le solvant térébenthine, c'est très odorant. Et je le conseille pas pour l'intérieur. Ouais. Bon, jusqu'au lit alors, avec un rangement et tout dessous? Alors le lit, c'est un lit en chaîne que j'ai fait. À l'époque, c'était un peu la mode des cubes comme ça qu'on utilisait en tête de lit. Et j'ai encore une belle collection de ces cubes que je vais vous montrer. C'est un lit qui est composé avec des tiroirs, voilà, de rangement, là, ici et là, de chaque côté. Voilà, un lit massif démontable, facile à faire. Hein. Voilà, et on peut voir également une rondelle de cèdre. Ça, c'est un cèdre qui est tombé dans le parc d'un château, qui s'est fait dessoucher avec le vent. Une tempête, ce devait être en 2009. Et j'ai pu donc bénéficier de la palme de l'arbre. C'est ce qui donne vraiment ce dessin-là, cette authenticité. La palme, c'est vraiment la partie la plus basse, la plus proche du sol, hein, qui s'intègre dans la terre. Et là, j'ai pu scier des rondelles de toute beauté. Celle-ci me fait penser à l'Afrique. Pour la partie technique, tu nous expliques un peu comment tu fais hors réseau? Alors, je vais vous expliquer le système d'eau, d'autonomie d'eau. Ici, voici le local technique dans lequel se trouve le cumulus en haut, qui est un cumulus à 2 échangeurs. C'est-à-dire qu'il y a 2 serpentins en cuivre. Un premier serpentin qui est central, sur lequel c'est l'énergie des capteurs thermiques extérieurs, qui sont solaires, qui va venir chauffer l'eau à partir du milieu du cumulus. Et en haut, il y a également un petit échangeur sur la partie supérieure du cumulus. Un petit échangeur que j'ai connecté à la cuisinière à bois, dans laquelle j'ai bricolé un échangeur eau chaude, parce qu'il n'existait pas d'origine. Donc je me suis fait un petit serpentin en inox, soudé, voilà, dans lequel circule l'eau qui va venir chauffer l'eau chaude. Ce système, il est cumulé également avec un chauffe-eau gaz. C'est-à-dire que quand j'ai pas la cuisinière qui est allumée, l'eau, quand elle est inférieure à 45 degrés, moyennant une vanne, elle passe par ce chauffe-eau gaz pour être remontée à température de confort. Ça, juste une petite question, tu l'utilises beaucoup à l'année en moyenne? Oh non, je pense que je passe pas une bouteille de gaz par an. D'accord. Voilà. C'est vraiment un petit appoint qui permet de chauffer l'eau quand il n'y a ni d'ensoleillement, ni la cuisinière à bois allumée. Ok, c'est genre t'arrives j'arrive de vacances, voilà, la maison est froide, il faut rallumer les poêles, c'est l'hiver, il n'y a pas eu de soleil, c'est le chauffe-eau qui prend le relais. J'aime bien te donner des exemples pour comprendre un peu. Ouais, mais c'est ça, tout à fait.
Après, là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le surpresseur pour l'eau. Alors, pour l'eau, j'ai plusieurs systèmes. C'est-à-dire que ici, je suis connecté à une source qui descend à la maison par gravité, passe dans une filtration cartouche. Donc, on a 3 cartouches filtrantes. Une première cartouche à 60 microns, lavable. Une seconde cartouche à 25 microns, qui sont des cartouches changeables. Et un troisième filtre, alors soit je mets un filtre 5 microns, soit un filtre charbon. Là, en l'occurrence, c'est un filtre à charbon. Et par-dessus, on voit également le filtre à lampe UV. Ouais. Voilà, qui finit la filtration de l'eau pour qu'elle soit après remise dans le réseau, dans la nourrice, qui se trouve juste derrière. Ouais. Et là, j'alimente toute la maison, tout le réseau d'eau de la maison, machine à laver, douche, évier, ainsi de suite. D'accord. Et ça, là, t'arrives à... Bon, t'as une autre source, donc elle doit déjà être assez propre. L'eau de source est clean, ouais. Ouais, bien sûr, je l'ai faite tester, elle est parfaite, ouais. Génial. Et donc, à la fin, tu stérilises quand même au cas où il y a des bactéries. Et le filtre UV, en fait, je ne l'allume qu'au bon vouloir. D'accord. Donc, de moins en moins, je présume. Exactement. Pour t'habituer ? Ça dépend parce que j'ai aussi un système de récupération des eaux de pluie qui me permet de pallier aux incendies, le cas où, comme je suis dans un milieu forestier, et la grosse cuve que vous avez vue également en haut. Ce système d'eau de pluie, il est stocké dans des cuves ciment et donc il est pompé via la pompe que vous avez vue sous le système de filtration. Ça passe par le surpresseur pour être mis en pression et alimenter la maison en pression. Donc j'ai le choix entre l'eau de source et l'eau de pluie en fait, qui toujours passe par ce même système de filtration. J'ai l'impression presque à chaque fois tu utilises plusieurs sources pour pas être embêté. Exactement. C'est toujours l'autonomie, de toute façon, il y a toujours plusieurs sources. Ouais, ça c'est essentiel, il faut pas compter que sur une seule source d'énergie. Et moi, petite question, parce que toi, donc, tu t'es lancé en 2000, quand tu as voulu faire ça. Moi, ma question, c'était quoi la littérature? Comment tu as fait pour trouver tout ça? Qui t'a orienté? T'as eu quoi? T'as lu des écrits? Non, je sais pas, ça s'est fait au feeling. Je dirais que ça m'est venu naturellement. J'ai pas trop eu à m'en informer. J'avais des gens qui m'entouraient, qui avaient des connaissances à ce sujet. J'ai suivi le fluide, ouais. C'est marrant, on parle de l'eau pour ça. C'est sûr. Si vous pouvez voir le système de circulation d'eau des capteurs thermiques solaires extérieurs qui permettent de faire circuler l'eau dans l'échangeur du milieu. Ça, c'est des petits circulateurs qui consomment très peu d'énergie et de l'ordre de 11 watts. Il y a 3 puissances. On le règle sur les puissances désirées. Et on a, par exemple, là, une eau qui doit être aux alentours des 60 degrés en échange dans le cumulus. Bon, en même temps, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, voilà. Avec l'ensoleillement, ça marche super bien. Je monte à des températures de plus de 80 degrés dans le cumulus. En été, c'est toujours trop chaud, bien souvent. Sur la partie électrique, c'est donc, comme c'est autonome, c'est sur batterie. J'ai un onduleur qui se trouve sous les panneaux solaires. Qui lui prend de la tension continue pour amener du 220 continu dans cet onduleur. Cet onduleur-là, c'est l'onduleur autonome qui permet de transformer l'énergie pour charger les batteries, qui elles sont en 24 volts. J'ai 780 ampères-heure de stockage, donc 18 000 watts. Ça me permet d'avoir 3 jours d'autonomie par mauvais temps. Et ça, tu l'as acheté il y a 15 ans? Ça, je l'ai acheté il y a 15 ans. J'ai déjà eu changé le parc de batteries. Ce sont des batteries au plomb. Je l'ai déjà eu changé pour mauvaise utilisation, en fait. J'avais une notion de décharge que j'avais mal comprise, en fait, au niveau du contrôleur. Ça, c'est le contrôleur qui permet de gérer un peu tout le système d'autonomie de batterie. Et en fait, je déchargeais trop mes batteries. Avant que de ne les recharger. Faut savoir que un parc solaire, c'est toujours aussi ou tri-énergie. C'est bien de le faire fonctionner soit avec une éolienne et en complément un groupe électrogène. Ce groupe électrogène, il est là quand il fait mauvais temps et que j'ai plus de jus dans les batteries. Il peut être démarré automatiquement par l'onduleur, le groupe électrogène. Ah, t'as pas à sortir. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est bon plan. Voilà. Suffit-il d'avoir un groupe avec un démarreur. Voilà. Et de le connecter au tableau électrique et à l'onduleur qui, lui, s'occupe de la gestion de l'énergie. Par -5 en pleine forêt, en plein hiver, c'est bien de pouvoir lancer le groupe électrogène. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair, ouais.
Et puis, il n'y a rien à faire, finalement. On entend le groupe tourner, on sait qu'il manque de l'électricité. Faut penser à mettre l'essence, parce que alors là, ouais, t'as ton cas ce qui est bien, distance. c'est d'avoir de gros réservoirs, ouais, comme ça, on n'a pas à y aller souvent. Ouais. C'est le bon plan. Ouais. Mais, et ça, alors, pareil, quand tu t'as installé ça, tu disais il y a 15 ans, mais il y a 15 ans, il y avait C'était pas au début de l'énergie autonome. Hein. C'est vrai que ce système, maintenant, il a été remplacé par des onduleurs hybrides. C'est quelque peu obsolète, mais en tous les cas, à l'époque, SMA, c'était quand même le meilleur des fournisseurs, le plus reconnu dans ce système-là. Là, j'ai eu info que les systèmes ont quelque peu évolué. Mais en tous les cas, c'est hyper robuste. Hein. Les problèmes se résolvent très facilement via le contrôleur et une carte SD qui se trouve dans le contrôleur. Ils ont un service après-vente super avec qui on a contact avec des techniciens qui eux, peuvent nous guider pour les réparations à distance. T'es pas fille avec eux, hein? Non, pas du tout, pas du tout, ouais. Mais c'est bien d'avoir ce retour. Ouais, non, mais super, j'en suis très content de ces onduleurs. Et il fait pas de bruit, parce que c'est vrai que... Non, pas de bruit, ouais, pas de ventilation. Et alors Nico, ce qui est drôle, c'est que t'as la cuisine au premier étage. Moi, tu vois, chacun, quand tu crées ton truc, moi je l'aurais jamais mis au premier, mais ça a peut-être son explication. Ici, c'est ce que j'appelle l'appartement. Et en fait, ça a été le premier espace de vie. En bas, c'était un atelier avant que ce ne soit dynamisé en pièce de vie. Donc ici, on va trouver 2 chambres, la chambre des enfants, la chambre des parents, qui maintenant est devenue chambre d'enfants. Les parents sont en bas et une salle de bain. Chose relativement simple, un petit habitat modeste. Attends, juste simple. Le tas de lac. Ah, le tas de lac dans la salle de bain, ouais, ça a été quelque chose, ça, ouais. Ouais, belle réalisation, fait avec de la chaux de Marrakech. Je me permets. Et même l'intérieur. C'est beau. Ça, j'ai été aidé par des amis spécialistes de la chaux. Non, ça n'a pas été pas d'eau. Si, il y a eu pas d'eau sur le chantier et il y a eu Ezekiel, entreprise Chaux Compagnon. Zek. Ouais. Je l'ai jamais rencontré, mais Nono... Qui se trouve à Fort-Calquier, ouais. Écoute, on lui fait une pub, hein, parce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Chambre des enfants, une petite chambre avec mezzanine. Ça, c'est la chambre côté nord. Là, petit détail, j'aurais dû y apporter un peu plus de lumière. Il est vrai que pour cette maison, c'est moi qui ai fait l'architecte, donc j'ai pu voir les défauts après coup, défauts ou pas, mais en tous les cas, voilà. Ce sont des murs chênes également, type la parqueterie que vous allez voir au sol dans la cuisine. Et puis ça a été adapté au fil du temps. Hein. Ce lit mezzanine n'est là que depuis peu, en fait. T'as la même de l'autre côté pour... Et j'ai la même de l'autre côté pour ma fille. Quelle particularité est-ce qu'elle aurait, celle-là? Alors, toute la maison a des murs extérieurs qui sont faits en enduit, chanvre, sur lati. C'est-à-dire que la conception, c'est une ossature bois. C'est une charpente traditionnelle porteuse, avec des murs ossature bois, qui sont remplis avec une fibre de bois compressée. Et sur cette ossature-là, je suis venu faire un lati bois qui, lui, est enduit d'un mélange chaud-chambre. Voilà. Et sur chacun des murs, donc ça, c'est tout ce qui est mur extérieur, on a des finitions différentes. On peut avoir des chauds-sable, des plâtres. On s'est amusé un peu à différentes techniques et teintes pour varier les plaisirs. Je voudrais parler d'un truc comme quoi on peut ne pas être extrémiste dans ce monde. Tu nous l'as précisé et t'as dit, viens, faudrait qu'on en parle. T'as dit, les bureaux, les enfants, ils voulaient ce bureau-là, même si toi... Alors ouais, ben, j'ai craqué au fil du temps. Il est vrai que c'est une maison dans laquelle il n'y avait aucun morceau de contreplaqué jusqu'à là. Et puis ces dernières années, ma fille m'a demandé des meubles et... Voilà, ça a été OK pour moi. J'étais OK pour aller chez Ikea. C'est vrai. Oh là là, ça fait quoi? Ça a été difficile, mais je l'ai fait. Et c'est OK. Toi, tu disais aussi, pour pas que ce soit non plus trop oppressant d'avoir trop de bois, t'as joué quand même un peu avec tout ce que... Oui, forcément, oui, parce que j'avais cette idée-là que les maisons entièrement en bois étaient trop chargées. Donc j'ai voulu faire quand même... des murs lisses et lumineux. C'est également pour ça que j'ai lasuré les plafonds en blanc pour apporter de la lumière. Alors, la lasure, ça permet de voir la fibre du bois encore.
tandis que la peinture, elle est couvrante. Ici, qu'est-ce qu'on a? Toute une conception de cuisine en frêne que j'ai faite avec l'aide de mon père, qui était ébéniste. Donc voilà, on s'est inspiré un peu et surtout, on s'est laissé aller pour créer cet îlot, les plans de travail. C'est très beau. Et alors là, dessus, c'est quoi? C'est chaud chanvre? Là, c'est un tas de lac. Ici, ouais. Pour que ça glisse et pour pas que... Tas de lac ancré dans ce cuisine. Et ici, c'est toujours enduit chaud chanvre. Ok. Mais on voit plus la paille ressortir ici, la paille de chanvre. Là, il y a eu un enduit chaud sable par-dessus. Ici, c'est brut. La finition est plus brute, en fait. Je viens de repasser dernièrement un badigeon gris. Voilà, pour redonner un petit coup de peps à la maison. J'en profite, juste à chaque fois. En plus, je sais que tu connais Nono et Katharina, nos associés. Bien sûr, ouais. Nous, on a fait une formation qui s'appelle savoir et savoir-faire.com. Oui, oui. Et sur savoir et savoir-faire, on a notre première formation sur tout ce qui est enduit de correction thermique. Ouais. T'en as fait, toi, ici, des enduits ou pas? Oui. Ah, t'en as fait ici, Oui. chanvre aussi? Ouais. Oui, bien sûr, oui. Et tiens, alors, c'était vraiment pas prévu pour le coup, mais tu pourrais nous en parler, toi, ce que tu penses et ce que ça a apporté chez toi de... Qu'est-ce que ça a apporté, les enduits chaud chanvre? Déjà, ce que ça apporte, c'est que ça apporte de la lumière, en fait. Et c'est ce qui me semblait important, moi, dans mon cas de figure. Parce que quand j'ai construit cette maison, la seule contrainte que je me donnais, c'était de travailler avec les matériaux qui m'étaient disponibles, notamment le bois. Donc je me suis vraiment axé sur n'utiliser, ou du moins utiliser le plus possible de bois. Ça se voit pas. Massif, le bois d'arbre. Ça se voit. Ouais. D'accord, donc pour toi, c'était vraiment pour amener cette couleur, cette lumière. Exactement, ouais. Ok. Bah, tu vois, c'est bien d'avoir ce retour d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut faire des badigeons si on aime des coloris légèrement Ah, différents. complètement, ouais. En plus de ça, les badigeons, c'est simple d'entretien. C'est un petit lait de chaud avec de l'eau, et puis on vient au balai changer ses couleurs, ouais. Et ben, on serait heureux d'en voir de plus en plus dans les maisons. Beau, c'est très beau, ouais. Le travail de la chaux, c'est noble. Et c'est pas si cher que ça, après, au mètre carré. Ça coûte rien, ouais. J'aimerais que tu me parles derrière, parce que j'avais vu comme des tâches et tu m'as expliqué ce que c'était. C'est magnifique, je croyais que c'était limite un truc artistique dessus, mais c'est la nature qui est artiste cette fois-ci. Ouais, alors ça se fait naturellement, c'est du hêtre. D'accord. Qui s'est échauffé, en fait. Il faut savoir que le hêtre, quand on le coupe et qu'on ne le scie pas de suite, je dirais presque dans les 15 jours à venir, il s'y installe un champignon et c'est, je crois, la corrélation de deux champignons, une association de deux champignons qui viennent échauffer le bois et qui lui font un peu perdre ses qualités mécaniques. Donc tout le risque dans le hêtre quand il s'échauffe, c'est de le scier au bon moment, avant qu'il ne devienne poussière, si on peut dire, le bois. Ça se fait pas comme ça se fait pas sous quinzaine. Mais en tous les cas, c'est des produits pareils que l'on ne trouve pas dans le commerce, parce que les scieurs ne prennent pas le risque de scier du bois échauffé, et ce serait difficilement vendable parce qu'il y a une esthétique qui n'est pas lissée. C'est dommage. Ah ouais, mais c'est super beau, ouais. Ce que tu dis, bon, on pourrait pas en faire un bois porteur, mais par contre, là, il n'y a pas besoin de porter. En esthétique d'intérieur, ça se dénote du reste, ouais. Ouais, très beau, ouais. On dit aussi un bois mané. Mané ? C'est beaucoup les bois blancs qui s'échauffent. Ouais. Le bouleau, le frêne, qu'est-ce qu'on a, le hêtre. Voilà, ouais. Les bois santanins, je suppose. La cuisinière à bois, c'est un classique, sauf que toi, tu l'as un petit peu modifié ? Je l'ai un peu revisité. C'est grand classique. C'est pour moi un outil essentiel dans une maison, dans le sens où ça chauffe et on peut y cuisiner dessus. Donc il est vrai que la partie gaz également, durant l'hiver, ne fonctionne que très peu. Tout est mijoté sur la cuisinière. Je l'ai revisité dans le sens où c'est une cuisinière qui appartenait à mon grand-père, que j'ai reprise et puis un peu retapée de sorte à la remettre en route, et dans laquelle j'ai fabriqué un échangeur d'eau pour chauffer l'eau chaude de la maison, notamment l'eau chaude qui vient à l'évier et à la douche. En plus des panneaux. Exactement. C'est ça, la billetterie énergie. Donc cet échangeur, il a été fait en inox, soudé,
On a une entrée d'eau froide. L'eau froide rentre, vient se faire lécher par la flamme de la combustion et ressort avec un échange calorifique qui va être après circulé dans le cumulus. Donc voilà, c'est une technique très simple également pour capter des calories de la combustion. Ces cuisinières, elles existent avec des échangeurs d'origine qui sont certes plus performants que celui-ci et qui sont souvent situés à l'intérieur du foyer, en partie arrière et partie gauche. Sur cette cuisinière, ne trouvant pas l'échangeur d'origine, je l'ai bricolé. Et ça, c'est ce qui me permet de contrôler le circulateur d'eau. J'ai la température d'échange de la cuisinière et ça me permet d'augmenter la température parce que plus l'eau monte dans le cumulus et plus je vais venir augmenter ma température d'échange. Je vois que ça tu l'avais récupéré? C'est quoi ça? Ouais, c'est un outil que j'ai récupéré, oui. C'est increvable ça. Increvable. C'est ça qui est assez important. Et aussi tu peux t'en servir. Des années 75, elle est, donc voilà, ça fait 50 ans qu'elle fonctionne. Et t'as un four en plus. Et j'ai un four en plus. Très pratique. Ouais, tu vois, mine de rien, on essaye toujours. La cuisinière à bois, c'est top. Je ne m'en séparerai jamais. Tu me disais, faut éviter le bois exotique. T'en as utilisé, là? Il est vrai qu'ici, j'ai utilisé du bois exotique que j'avais racheté dans un atelier d'un ébéniste à Revel. C'est du cipeau. Et ça a été pour confectionner des volets quand l'été, la maison chauffe fort. Je me suis fabriqué des petits volets sur glissière, voilà, qui sont accessibles de l'intérieur et qui me permettent d'un peu avoir les chambres un peu plus sombres. Ici, c'est une pièce d'amis, chambre d'amis. Voilà. Excellent. Et puis j'ai fait un petit encadrement métallique là pour donner un peu de structure au panneau de bois, hein, parce que ça, ce sont 2 pièces de bois qui ont été collées l'une à l'autre. Et là, 3 pièces, par exemple. Peut-être avec l'humidité, ça peut avoir peut-être... Ça travaille un peu. Il est vrai que ça gondole un peu, surtout en été. Quand la chaleur est forte, ça a tendance à se cintrer un peu, à tuiler. À la base, la scierie, ça, c'était à ta famille. Exactement, ouais, c'était un terrain de famille et sous ce hangar, il y avait une vieille scie de tête, ouais. Je voulais voir avec toi, parce que là, on va encore plus parler de bois. Tu vas nous montrer des choses exceptionnelles. Franchement, j'ai jamais pas vu, la collection, le petit paradis. Ouais, la collection. Ouais. Je voudrais que, je sais pas, vu que je sais que toi, tu voudrais après former les gens. Oui, tout à fait, oui. Comment t'expliquerais les choses? Comment tu le verrais, toi? Comment tu donnerais envie aux gens d'aimer le bois? Par le simple fait que déjà d'aller en forêt, sélectionner un arbre, y trouver son utilité et savoir son devenir, sa valorisation, le remercier pour la matière qu'il nous donne, et puis après, donc aller le sélectionner, l'abattre dans les règles de l'art, et puis le scier, le sécher et le valoriser dans des machines-outils pour après que ce devienne quelque chose de vivant et de durable, comme nos grands-parents faisaient des meubles d'art. Qui existent encore. Et qui existent encore et qui se passaient de main en main, de père en fils. C'est beau ça. Quand tu disais couper dans l'art, tuer dans l'art ou abattre dans l'art, enfin, c'est quoi une bonne manière d'abattre un arbre? Il y a les défenseurs des arbres, là, ils vont dire qu'il n'y a pas de bonne manière, mais... Une bonne manière d'abattre un arbre, c'est déjà de le remercier. Je dirais plus qu'on peut également lui demander l'autorisation d'utiliser cette matière-là pour la mettre en œuvre. Voilà, c'est le fait de le faire en lune. Donc pendant la période hors sève, hiver, on a 3 à 4 jours par mois de lune. C'est rassembler en fait tous ces petits détails qui font que c'est une matière noble et renouvelable. Tout ça, tu l'as rebâti ou parce que ça me paraît quand même plus récent? Tout ça, je l'ai rebâti, ouais. Il y avait un hangar également à ce même emplacement qui était voilà ce qu'il était en fait, et puis je l'ai reconstruit en charpente traditionnelle. Donc on peut voir des poteaux en chêne et puis après toute une charpente en Douglas. Une charpente en tenon mortaise traditionnelle. Il y a quelques assemblages qui sont boulonnés.
Après, ce sont des assemblages chevillés pour tout ce qui est tenon et mortaise. Et le point engageant de cette structure, ça a été un peu ce poinçon suspendu. Là, je voulais garder un emplacement, un espace total pour le maniement des outils et notamment des grues quand on taille des charpentes pour faire des levages à blanc. Ça me permet ici, on a un portail à droite, un portail à gauche. Donc j'ai un accès franc comme ça pour les machines-outils. Ici, je vais vous présenter des pièces qui se cachent un peu derrière tous ces petits draps. C'est des pièces décoratives faites en cèdre ou en séquoia. Bon, j'ai pas eu le temps de vous les sortir, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir un gros cube en séquoia qui a été extrait d'une pièce, un comptoir en fait. C'est quelque chose que j'ai évidé à la tronçonneuse pour après passer à la scie et faire des surfaces planes. C'est un cube qui doit faire 70 cm de profondeur par 50 cm de haut, quelque chose comme ça, et puis un bon mètre 40 de long, 1,60 m. Ce serait à destination de quoi, un cube comme ça? Ça c'est de la pure déco, c'est du mobilier, quoi. Ici, j'ai des projets de diamants. Que j'ai fait notamment en chêne. Je crois que j'ai un diamant en chêne, un diamant en séquoia. Voilà un peu des formes que l'on peut sortir. Et t'as des clients qui te demandent des choses comme ça? T'as déjà eu des personnes qui te... J'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé des choses comme ça, oui, en création artistique, mobilier, tour de piscine. Maintenant, ça, c'est des créations que je m'amuse à faire aussi à temps perdu. Voilà, c'est un peu mon doux plaisir. Juste, je veux montrer ça parce que... Ah ouais, ben, ça c'est toujours en fait ce fameux séquoia géant, hein. C'est une écorce, une dosse de séquoia, c'est le premier trait de scie. En fait, le séquoia c'est un arbre qui a une écorce spongieuse très épaisse qui lui est destinée à se protéger des feux de forêt. C'est également un arbre qui a une graine qui nécessite le passage du feu en forêt pour sa germination. C'est dingue, ouais. Germé par le feu, alors là. Exactement, ouais. C'est un arbre qui a très peu de branches basses également pour que les feux de forêt, en fait, c'est originaire des États-Unis, en France depuis 1850, en France et en Europe. On en trouve de très beaux séquoias en Suisse notamment. Et ici, c'est planté un peu dans les parcs et jardins, des belles propriétés. En Ariège aussi, il y a quelques beaux séquoias. Oui, il n'y a pas de réelle raison de les couper. S'ils sont coupés, c'est que... Non, mais c'est un arbre, en fait, qui, dans nos climats européens, ne s'adapte pas très bien. Il me semble qu'il manque d'humidité à ses cimes. On n'a pas les embruns marins qui reviennent pour le nourrir de leurs os. C'est un arbre qui devient très grand. Le plus grand séquoia est un... séquoia sempervirens, séquoia toujours vert, qui doit faire plus de 120 mètres de haut. Des arbres avec une durée de vie exceptionnelle, de l'ordre de 4000 ans. C'est vraiment un arbre de longévité. Oui, donc s'il montre des signes de fatigue à 250 ans, c'est qu'il n'était vraiment pas dans son... Dans son milieu. À 250 ans, c'est encore un bébé. Il n'a pas atteint l'adolescence. C'est fou. Ouais. Ouais. Alors que c'est déjà énorme, hein, je présume. Ouais, bien sûr, ouais. En durée de vie des essences de 150 ans, c'est déjà pas mal, ouais. Et comment dire, c'est une dosse de séquoia, toujours sur ce fameux arbre. Là, on doit s'approcher de la cime. Il faut savoir que c'était un arbre qui avait 88 ans à son pied et 68 ans à sa cime. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, la croissance de l'arbre, c'est comme un empilement de cônes. Il y a une croissance vers le haut et une croissance en largeur. Donc, il est toujours plus jeune à sa cime qu'à son pied. Voilà, c'est une pièce de décoration. C'est beau. Magnifique. Ouais, magnifique ça. Super, ouais. C'est beau. Sensuel. Ouais. C'est beau de respecter comme ça le bois, les arbres avant tout. Ça a été vraiment, moi, ma ligne directive. Ça a été la valorisation du bois. Je sais pas si je t'ai demandé au début, c'est quoi tes études? Moi, j'ai un bac général. Et puis après, j'ai toujours appris les corps de métier
en me formant sur le tas. Bon, après, avec la famille que tu avais, tu ne pouvais qu'aimer le bois. J'avais déjà des prédispositions pour le bois, ouais. Mais c'est bien de l'avoir fait perdre. Il est vrai qu'ici, j'ai un grand chêne qui est bicentenaire. Et c'était un chêne sur lequel je venais m'amuser enfant. J'y avais fait une cabane. Je me souviens, à l'époque, j'avais pris des planches à mon grand-père pour les mettre sur ce grand chêne. Et quand il s'en était rendu compte, il m'avait fallu les enlever pour les lui rendre, les planches. Ça a été c'est l'histoire de ma vie, quoi, en fait, hein, cette forêt. Oui, tu pouvais pas ne pas vivre ici. Complètement, oui. Ouais. Le musée. Le musée, le voici, nous y sommes dans une partie du musée. Ici, je peux vous proposer diverses essences qui sont là, stockées avant destination finale. Ici, on a une rondelle en séquoia qui a été teintée avec une couleur Wenge, qui est la couleur d'un arbre exotique. Voilà, avec une finition mate. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé avec des finitions mates. Donc, ce sont des finitions, en fait, qui ne se voient pas vraiment, dans le sens où le bois reste le plus naturel possible. Voilà. Il garde son aspect et sa teinte naturelle. Qu'est-ce qu'on peut voir de sympa ici? On a des plateaux en platane. Ça, c'est pareil, de la valorisation d'arbres de bord de route, par exemple. Ça, genre, on t'appelle... Nico, il y a un arbre qui gêne, un platane, t'arrives et tu... Voilà, quand les gens vont faire un portail, par exemple. Le platane, on le distingue très facilement à cette maille-là, qui est très très belle. Très lumineuse. Ouais. C'est beau. C'est un bois très dur, souvent sans tanin, bois blanc, qui était utilisé notamment pour les billots de boucher. Voilà, en bois debout. C'était pas du bois de fil, hein. On faisait des assemblages en bois debout de sorte à ce que ce soit plus résistant. Donc ça, en fait, c'est un platane qui faisait 70-80 cm de diamètre, que j'ai refendu en deux de sorte à pouvoir le passer dans une dégo rabot, et après qui sera réassemblé pour composer une table. J'ai aussi quelques petits bois curieux, tiennent notamment du Juniperus, du Cadin. Ça, c'est du bois de Provence qui vient de chez mon pote, Ézéchiel, chez Compagnon d'ailleurs. J'ai des petits bois précieux, du bois de violette, ça très joli. Ça, c'est des bois qui étaient utilisés en marqueterie. C'est quoi du bois de violette? Bois de violette, j'ai plus le nom latin. Écoute, c'est des bois qui se vendaient un peu, voilà, à la petite pièce, un peu de la valeur de l'ébène, hein, et qui étaient utilisés pour faire la marqueterie, pour faire des dessins, en fait, hein, avec du bois. Excellent. Je vois que tu as des plateaux monumentaux. Ces plateaux-là? Les plateaux, ouais. Ça te servira à quoi, ça? C'est pour une table de famille, ça? Ça, c'est table de famille, hein, souvent, table d'extérieur ou table pour des grands salons. Ça, c'est une table en Douglas. Ouais. Et derrière, nous avons une table en pin parasol. Ce pin parasol, c'est la mairie de la commune qui m'a demandé de l'abattre parce qu'il était dangereux en bord de route et qui penchait vers la route. Et donc, pour valoriser ce produit-là, j'ai décidé de le scier pour en faire de beaux plateaux. Ah, c'est beau. J'espère vraiment qu'il finira en un seul morceau comme ça. Ouais. Ah oui, non mais ça, je le recoupe pas quand on a des pièces de cette longueur-là. Et c'est aussi la qualité de cette scie qui me permet de mettre des bois jusqu'à 14 mètres de long ou plus encore si je continuais à souder des chemins de roulement pour la scie. On pourrait ne jamais s'arrêter de scier, finalement. C'est dingue. Après, c'est la limite, c'est l'arbre, quoi. La limite, c'est l'arbre et c'est surtout le camion qui transporte l'arbre. C'est-à-dire que les grumiers, ils sont dimensionnés pour des bois de 15 mètres tout au plus. 15, voire 16, ils peuvent passer un peu plus. Mais voilà, ce qui nous limite, c'est le transport sur la route. Eh oui, je l'avais pas vu ainsi. Bon, merci à Catherine, on nous voit derrière, qui nous fait la lumière parce qu'on ne voyait pas assez bien. Celui-là, tu nous l'as présenté tout à l'heure, mais on dirait un... Ici, c'est la coquille, ça. Hein. C'est le pied de ce séquoia qui était trop gros pour passer dans la scie, que j'ai donc tronçonné pour en faire une rondelle, et dans laquelle on peut y faire des projets, vasque de salle de bain, table basse. Ça, ce n'est qu'une moitié de rondelle, hein. On a l'autre moitié en dessous.
Ce sont à chaque fois des couples. Ces deux pièces vont ensemble, ces deux pièces également. Et voilà, on le voit là, les vasques, moitiés. quand tu parles du côté... Du côté coquille. Ouais, et puis faire comme une vasque là autour, on peut, tu vois, creuser là au milieu. Ce pourrait être sculpté à même le bois, la vasque, bien sûr, oui. Ouais, directement. Ah oui, toi, tu voulais mettre directement une vasque dessus. Bah, tout type de projet s'étudie, oui. Ah, moi, je l'imaginais creuser. Attends, avoir un truc aussi beau. Bien sûr, ouais. Ouais, ça, c'est des produits phares, ouais, super. Ouais. Et celui-là, tu disais, il est assez léger comme bois. Ouais, très léger. C'est un bois qui fait 650 kilos au mètre cube. Ce qui est pas beaucoup. Non, ce qui est pas beaucoup. Le chêne doit en faire 850. Hein. Quelque chose comme ça, et le Douglas 750. Mais ça résiste moins, donc du coup, ça a moins de... Non, le séquoia à cœur, c'est un bois qui est putrescible. Ah ouais. Ouais, qui est à la classe du Douglas. Mais en pression, genre tu te mets au milieu. Ah, en pression mécanique. Le séquoia est un bois très cassant, surtout le séquoia sempervirent. Ce ne sont pas des bois structurels, il a une croissance très rapide. Et d'ailleurs là, on le lit bien. Hein, quand on a une tranche en bois de bois, on appelle ça la lecture du climat, la dendrologie. On peut lire et réorienter l'arbre en fait en fonction de là tu pourrais nous raconter un peu ses orientations cardinales, bien sûr, ouais. On peut réorienter. Il me faudrait avoir la rondelle entière hein, ouais. Pour pouvoir déjà sentir où se trouve la lumière au sud, où se trouvent les cernes au nord. Là, ce qu'on peut voir, c'est que jeune, c'est un bois à croissance rapide hein, et qui après resserre ses cernes en fonction de l'âge. Ça dépend. C'est pas une généralité. C'est vraiment en fonction des essences. Et on peut lire les contraintes. On peut lire également les hivers difficiles. Ah ouais. Comment, par exemple les hivers difficiles, ils se lisent. Notamment sur le chêne ou le châtaignier, quand on a des cernes qui sont gélives, qui ont pris le froid, l'eau dans la matière a gelé, et donc la cerne s'est ouverte, en fait. Okay. Donc on peut remonter dans le temps et lire le climat dans le bois. Ça, c'est impressionnant, je trouve. Ouais, c'est toujours une surbille de ce séquoia géant. En fait, j'ai du mal à imaginer comment il grandit par rapport à ce genre de coupe. Alors, selon l'endroit, comment t'expliquer, où l'on va tirer le plateau dans la bille, on va avoir des fibres qui n'ont pas le même type d'inclinaison. Et donc, ça va donner des dessins différents sur le bois. On va avoir, quand on scie ou quand on sort un plateau qui est à cœur dans la bille, on va avoir des cernes bien droites. Quand on est dans les premiers traits de scie, on va avoir des cernes ouvertes comme ça. Voilà, c'est ce qui va faire la différence esthétique du bois. Les yeux comme ça donne bon, parfois il y en a, ils veulent peut-être 100, mais je trouve que des fois ça donne de... Ouais, ça, ce sont les insertions de branches qui sont... C'est les nœuds, on dit les yeux, les nœuds. Les nœuds, ouais. De branches qui sont des arbres, des branches charpentières de naissance de l'arbre et qui sont insérées dans son cœur. Donc en fait, on les retrouve successivement. On va la retrouver, cette branche, sur le plateau suivant, et ainsi de suite. Et plus on va aller sur l'extérieur de la bille, plus elle va se retrouver à l'extérieur de la planche. En fait, là, ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est aussi la distinction entre le bois de cœur, que l'on appelle le duramen, qui est un bois dit mort, un bois structurel. C'est l'os ? Exactement, c'est la charpente de l'arbre, en fait. Hein. Et le bois vivant, que l'on appelle l'aubier, dans lequel va circuler les nutriments. En fait, derrière l'écorce, il se trouve quelques fines couches, où il va y avoir les sèves ascendantes et descendantes de l'arbre. Tous les éléments nutritifs, en fait. On le voit bien. Et juste derrière, t'as l'écorce. Et juste derrière, on a l'écorce, là, ouais. Celui-là, tu l'aimes bien. Ça, Nico, de ta collection, c'est mon préféré. Ça, c'est une autre variété de séquoia. C'est un séquoia sempervirent, séquoia toujours vert. Un bois mécaniquement très cassant et qui, quand on le scie, est très violacé, très vignoble, en fait. Qui là s'est oxydé avec l'air et le temps.
et qui devient un peu plus marron, si je peux dire, hein, qui garde quand même beaucoup de saumon, mais très vif. Voilà, ce sont des bois très féminins, ça. Très féminin. Ouais. Pourquoi? Ça plaît plus aux Très dames, féminin, c'est plus- de par leur douceur. J'entends féminin. Celui qui se fait ce cadeau-là, il déboussole. Voilà, ça c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire. Ah ouais, bah alors si Ouais. un abonné un jour repart avec ça, bravo. Mais non, mais bon après c'est un cadeau, je présume, faut déjà savoir quoi en faire. Ça, voilà, c'est clair, mais ça c'est du mobilier. Hein. C'est une belle table, ça doit faire presque 2,80 m, je pense, à l'œil, 3 mètres de long, sur 6 cm et demi, 7 cm d'épaisseur. Un petit mètre de largeur, entre 90 et 1 mètre. Hein. Tiens, mais là, je vois un truc assez sympa, là. Il faut que vous le voyez. C'est ce que j'appelle les jambes de la mariée. C'est un enfourchement de cèdre. Je vais te le sortir. Alors là, toi, tu vas la voir à l'envers, en fait, dans le sens où là, moi, ce que je vois, c'est le buste. Et là-bas, les jambes. Hein. Mais on peut aussi voir un homme debout, comme ça, qui lève les bras. Voilà, ça peut être inversé. Alors, attention à toi. Voilà, on voit les jambes de la mariée mariée avec la fente et tout, c'est mignon. À quoi ça sert Ça, c'est du cèdre de l'Atlas. Je te demandais, Nico, même si je trouve ça très beau, à quelle utilisation pourraient avoir les personnes de ce genre de choses? Ça, pour moi, c'est de la pure déco. Voilà, pure valorisation des produits. Après, il y a eu une mode résine époxy. Donc, bon, il peut y avoir de la demande sur de la résine époxy. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas travailler, la résine époxy. Je suis pas trop en accord avec ça, donc voilà, c'est peut-être, mais c'est pas ma dynamique. Ça, c'est des cèdres de l'Atlas. C'est un bois que l'on fait pousser en forêt, beaucoup dans l'Aude, et qu'on trouve beaucoup également dans les parcs et dans les maisons. Donc voilà, ça c'est typiquement la valorisation d'un produit. Là, on peut voir par exemple, quand on scie des arbres de parc, il se peut qu'il y ait du fer à l'intérieur, des pointes. Et là, je suis venu avec la tronçonneuse pure geste pointe pour ne pas la prendre dans la tête de scie, en le sciant. Sinon, t'as gagné ta journée. Voilà, finalement, sinon t'as bousillé ta lame. Ouais. Ah mais tiens, regarde, ça c'est beau ça. Ça y est, il est parti, Catherine, tu vas voir. Ça, c'est des passionnés, tu les chauffes. Tulipier de Virginie. Alors ça c'est de toute beauté. Regarde, avec ce cœur vert là. Ah ouais, attends, je vais essayer de te le sortir. Et qu'est-ce qui fait ce cœur vert? C'est naturel ou c'est un champignon? Ah non, c'est naturel, ouais. Écoute, j'ai pas grand chose à te raconter sur le tulipier de Virginie, si ce n'est qu'il a une fleur de toute beauté. Regarde ça. Oh, c'est bizarre ce que ça Ah ouais, fait. ouais. Hein. Là, regarde, ce qui est très intéressant sur cet arbre, c'est que tu peux voir la cicatrisation de la branche, d'une branche charpentière. Là, la planche, elle est à l'envers. L'arbre, il a poussé dans l'autre sens. Ça, c'est une branche charpentière qui était insérée à cœur. Et on peut voir que durant son vivant, elle a été coupée. Et le bois est venu cicatriser. On parle pas vraiment de cicatrisation pour le bois, mais en tous les cas, la matière bois vivant, l'aubier est venu se régénérer autour de cette branche cicatrisée. C'est magnifique. Ouais. Ça, c'est des dessins rares, hein. On le voit rarement, ça. Hein. On dirait qu'il y a un arbre dessiné. Ouais, tout à fait. Et ça, ce n'est que la moitié du plateau. Son autre moitié, elle est là, en fait. D'accord. Encore un petit conteneur de stockage, voilà, des bois précieux. Ici, qu'est-ce qu'on y voit? De nombreux cubes d'essences différentes. On va y trouver du merisier, du hêtre, du chêne, du cèdre, du frêne. C'est les fameux cubes quand tu disais que tu voulais faire les pieds de lit? Voilà, ce sont c'est dynamisé en tête de lit, ouais. Là, par exemple, là, j'ai des beaux cubes en chêne, par exemple, hein, comme ça, avec des faces coupées. J'en ai des cubes octogonaux. Tiens, avance-toi, peut-être tu verras mieux. Ici, en bas, on le voit pas trop, mais on a toutes les grosses pièces volumineuses. Chêne, hêtre, pin parasol.
Et ici, on va avoir toutes les petites pièces tête de lit. Ça, c'est du hêtre échauffé, par exemple, qu'on a vu en haut dans la cuisine. On va avoir du peuplier. Tiens, un pin sylvestre, par exemple, aussi. Qu'est-ce que j'ai de sympa? J'ai des rondelles en cèdre, ici. Fines rondelles en cèdre, comme ça. Excellent. Ouais, très joli ça aussi. Ça, tu fais Là, c'est brut de scie encore, ça n'a pas été poncé. Il n'y a aucune définition qui a été apportée. une table basse avec ça. Ouais, c'est table basse bien souvent, ouais. Si, c'est encore l'écorce de séquoia, ça, ouais. Lui, t'auras envie des... Ah ouais, j'ai gros amour avec le séquoia, ouais. Ben, d'ailleurs, là, on en voit toute une composition de rondelles. Ça, c'est destiné à faire une œuvre artistique hein, sur lequel il y aura des axes qui permettent de recréer une colonne. Voilà, type colonne vertébrale. Un petit laïus, Nico, c'est ça alors les lames pour... Ici, ce sont les rubans, voilà, pour la scie, la tête de scie. Hein. Ce sont des rubans de 7 mètres de long qui sont équipés d'une stélite. Hein. C'est vraiment cette partie qui vient couper le bois. C'est cette partie-là qui est affûtée du Il n'y a que ça qui du touche. ruban. Tu Ouais. disais qu'il y avait que ça qui... Il y a que la stélite. Si tu veux, la stélite, elle va faire 2,5 mm de voie, hein, de largeur, tandis que le ruban va faire 11 dixièmes, 1,1 mm. Donc ça permet au corps de ruban d'avoir la place et de ne pas frotter dans le bois, pour ne pas s'échauffer et se déformer. Et tout ça, tu l'aiguises ici Et tout ça, c'est affûté sur cette machine qui est une affûteuse, hein, et dressé et plané après sur ce banc de planage. Ok, excellent. Et puis après, il y a l'affûteuse, là, pour simple affûteuse pour les chaînes de tronçonneuse, par exemple. Alors bon. Allez. Alors ça, c'est souvent, on affûte avec cette machine pour reprendre quand la chaîne elle est vraiment désaffûtée, sinon on affûte à la lime. Genre, t'as tapé dans une pierre? Ouais, voilà, ouais, t'as touché le sol, t'as touché un morceau de fer, bon, ce qui est rare dans le bois, mais ce qui peut arriver. Et voilà, là, on vient vraiment reprendre la face d'attaque hein, Ouais. pour remettre les angles égaux et pour que la chaîne puisse aller droit. Excellent. Dans le bois. Donc on fait d'abord les dents d'un côté, en fait, et puis après on vient tourner et faire les dents de l'autre côté de la chaîne. Voilà, il y a des angles à respecter selon les chaînes que l'on utilise. Ça va, c'est doux, hein? C'est pas du gros meulage. Non, il faut y aller tranquille, ouais. Ouais. Avec la petite lumière pour bien voir. Non, ouais, c'est pratique, hein? Je connaissais pas ce genre d'affûteuse. Ouais, c'est un outil de précision à manipuler tranquille, avec soin pour faire du bon boulot. Hein. Ouais, ouais. Bon, Nico, c'est un beau tour. Évidemment. Merci. Merci. Évidemment, on a fait 2% de ce que tu aurais pu nous montrer. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses que j'aurais aimé te montrer, oui. Ça te donnera l'occasion de revenir. C'est tellement loin. On a de la chance, on n'est pas si loin. Moi, j'aimerais, Nico, donc toi, maintenant, ça fait c'est quoi, 25-30 ans que tu es proche du bois, si on peut dire. Je suis proche du bois depuis l'enfance. Depuis l'enfance. En fait. Et tu m'as dit, moi, j'aimerais vraiment le partager maintenant. Donc, tu es en train de faire j'allais dire un switch, on va dire en français. Tu es en train de faire un changement radical dans ta vie. Tu veux partager maintenant? Exactement. Maintenant, je lance des formations, en fait, des modules de formation. En présentiel? En présentiel. Sur la forêt, en fait, ça porte de la graine, de l'arbre, avec sa valorisation en sillage, de l'arbre à la pièce de bois fini, en fait. C'est tout un ensemble de modules qui se déclinent sous plusieurs formes. Et je donne également, du moins je propose des balades en forêt. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît bien, d'éduquer les gens à toute la finesse de la forêt.
Pour apprendre à faire de la gestion aussi en conscience. Ouais, alors c'est peut-être de la gestion, ça c'est encore une autre carte que je joue. Mais là, c'est plus des balades en conscience. Voilà, au jour d'aujourd'hui, moi je m'éclate à faire de la danse contemporaine, danse d'impro, à pratiquer le yoga, à faire des stages. Et c'est plutôt dans une dynamique plus douce que j'ai envie de faire partager la forêt. Tu fais partie du RAF, réseau Je fais partie du RAF, alternatifs oui, forestiers. bien sûr. Ouais. T'es pas étonné que je connaisse ça? Non, non, pas du tout. Pour moi, ça coule de source. D'ailleurs, Gaëtan Dubus, qui est un membre fondateur du RAF, qui est un gestionnaire forestier dans l'Aude. Je viens de finir son dernier bouquin sur la futaie irrégulière et futaie jardinée, qui est très, très, très intéressant. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour sa façon de voir la forêt et de voir la gestion forestière. En fait, c'est ce qui devrait être entendu par le commun des mortels en gestion forestière. Moi, tu vois, ça me paraît assez opaque, la forêt, parce que déjà, c'est pas facile de trouver des forêts. C'est des gros investissements pour pouvoir être exploitant forestier, si on peut dire ça. Est-ce qu'en 2025, tu penses qu'on peut encore vivre et bien vivre et tout en respectant sans faire des coupes rases partout? Complètement, et d'autant plus encore aujourd'hui. Il faut s'insérer dans des filières courtes, en fait, pour la valorisation du bois et pas reprendre les grands schémas en cours des scieries industrielles conventionnelles. On voit tellement d'enfants qui sont aidés par la famille et qui suivent pas du tout. Est-ce que toi, c'est quoi, tu penses, qui a fait que tu les as suivis? Parce qu'il y a plein de parents qui aimeraient que leurs enfants fassent ça, que leur famille aimerait qu'ils suivent. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'as suivi? Je crois que pour moi, c'est une fibre qui coule en moi, en fait, depuis toujours. Je me la suis révélée suite à un long voyage en Inde que l'on a fait en bus avec ma compagne, des amis et leurs enfants. Et ça, c'était en 2007. On est parti pendant 10 mois. Et c'est vraiment suite à ce voyage où j'ai eu la vision claire de vouloir travailler dans la forêt. Avant ça, j'avais eu une expérience de charpente. J'avais toujours été dans le bois, mais là, j'avais besoin de me rapprocher de la source même. Je mets en description ton mail, si tu as un site, parce que tu m'as dit que tu es en train de préparer un site, pour que les gens puissent te retrouver. Ouais. Je rappelle juste, on ne sait jamais si des gens sont tombés amoureux des 2-3 trucs que tu as montrés, là, des 2-3 bois. T'es à 1 heure au sud-est, ouais, c'est ça, proche de Toulouse, 1 heure de Toulouse, oui. T'es vers Revel, on peut le dire. Tout à fait. Ouais, écoute, c'est plus simple. Comme ça, si des gens ils cherchent une pièce maîtresse. Exactement. Il y a de la disponibilité, ouais. Je mets tout à disposition. Et de beaux projets. Tu te verrais, parce que nous c'est ce qui nous arrive pour le coup. Moi, j'ai vécu 7 ans hors réseau. Là, pour des raisons techniques, je retourne dans une maison plus conventionnelle. Si je te dis ça, toi, tu te verrais y retourner ou pas, maintenant que tu as vécu comme ça? Moi, je crois que la vie nous apporte des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et donc, j'évite de me projeter dans un futur quelconque. Pour répondre à ces questions, étant très proche de la nature, je me vois pas vivre en ville. J'ai besoin d'un habitat simple et intégré dans la nature. Ça, c'est une évidence pour moi, ouais, pour mon chemin. Ouais, parce que c'est drôle, t'as bâti donc de tes mains cette maison magnifique, et tu me disais, mais moi, si je peux vivre en yourte dans la forêt, je le ferais, quoi. Complètement, ouais. Encore besoin de reconnecter, d'être encore plus proche des éléments. Les yourtes, c'est des habitats que j'ai construits et que j'ai vendus également plus jeune, dans lesquels on a habité et mis au monde nos enfants. C'est un habitat exceptionnel, d'une simplicité folle qui me convient. Ce que je dirais, bienvenue chez moi, la porte est grande ouverte. Vous avez mes coordonnées qui vous seront fournies en bas à gauche, certainement, ou à droite. À gauche, voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter par mail, quelle que soit la recherche voulue, que ce soit dans la forêt. Voilà, c'est mon élément qui me compose au plus près. Nico,
Merci à toi. Merci à vous d'être venu, ouais, super. Un plaisir. Ciao, ciao.